À la base, je comptais juste faire une vidéo sur un de mes antagonistes préférés de l'univers Disney, à savoir le général Gantu. Gantu, qui s'avère également être l'antagoniste de mon classique d'animation préféré, Lilo et Stitch. Mais quand le hasard du calendrier m'a soudainement rappelé qu'on était dans cette tendance des remakes live-action des classiques d'animation Disney à tendance wokiste, il a bien fallu que la triste réalité me soit renvoyée dans la gueule avec le même éclat que cette balle de tennis dans cette caméra. Oui, très pertinent, le Blanche-Neige féministe qui te montre un royaume qui était en paix quand c'était un mec blanc en commande et qui devient en ruine lorsque c'est une nana qui vient au pouvoir. Très pertinent le message. Le film d'animation original Lilo et Stitch est en effet un film d'animation de la firme Disney sorti dans la période sombre où le studio se cherchait une identité. Et c'est paradoxalement son décalage qui ont fait cet aspect si unique dans le catalogue Disney. Il n'y a pas de prince ou de princesse en protagoniste, mais une petite bestiole qui sort du lot, y compris par rapport au sidekick d'animation, un personnage qui aura par ailleurs un arc de rédemption durant tout le film, chose très rare chez les protagonistes Disney, et une façon surtout très nuancée d'aborder l'antagoniste. En effet, Lilo et Stitch est un des rares Disney à ne pas avoir véritablement de méchants, avec pourtant malgré 5 antagonistes qui se courent après. Donc à la base dans la vidéo que je voulais sortir, et qui sortira sûrement après celle-ci, je comptais développer en quoi Gantu est le véritable méchant du film, vu que certains semblent l'avoir oublié, mais vu que le live action en question l'a lui-même oublié au point de l'effacer du film, j'ai pensé qu'il était important de revenir en détail sur le film original et ce personnage, ainsi que le live action, et pourquoi c'est une aberration tellement colossale que ça en devient le pire film que j'ai jamais vu de ma vie. Ce qui est paradoxal, vu que dans quelques semaines, un autre de mes classiques de l'animation, aussi réalisé par les réalisateurs du Lilo et Stitch original, va se faire sauvagement violer, à savoir Dragon, qui lui aussi va avoir droit à sa copie pourrie en live action. J'y croyais beaucoup plus à la version de Lilo et Stitch, là où les dragons du live action de Dragon perdaient tout anthropomorphisme, perte d'émotion, perte de design iconique, je veux dire la mort rouge, ils ont même pas gardé ses dents gigantesques, alors que c'est voulu dans le design d'origine qu'elle ait des dents immenses face à Croque-Mou, Toufless, édenté, qui n'a pas de dents, et que le film puait la fainéantise à tel point que c'est une reprise frame par frame du film d'animation, il y a qu'à voir cet extrait, j'avais tout de même beaucoup plus espoir en Lilo et Stitch, vu que ça n'avait pas l'air d'être une reprise plan par plan feignante, et surtout on gardait l'esprit cartoonesque du Stitch dans le monde humain. En effet, le design, même si c'était pas le plus beau du monde, il gardait cet aspect cartoonesque et expressif, et donc anthropomorphisé. Ce qui est quand même le sel des films pour enfants, tous ces personnages qui nous ont bercés, c'est parce qu'ils sont anthropomorphisés, et que donc on s'identifie facilement à lui. Ce serait quand même dommage d'avoir la mort de Mufasa avec un lion totalement inexpressif et un lionceau qui a pas l'air triste, hein? Et aussi les reprises des chansons d'Elvis Presley qui accompagnaient le film original étaient plutôt de bonne facture au point que j'avais été quasiment conquis. Tu peux me prêter ta langue? Quoi tu dis? Non, non. Je peux te dilater la pupille, mon pote, même pas en rêve. Mais oh, d'accord. Mais 2 jours avant la sortie du film, il a bien fallu que la désillusion me rattrape encore une fois. Premièrement, les designs de Jumba et Pikli qui ont fuité. Alors j'étais pas au courant qu'ils s'étaient lancé un concours de faire encore plus laid que le Pumba du Roi Lion, mais en tout cas ils y sont pas allés de main morte, à tel point que je me suis amusé à refaire les designs. Bon, vous me dites ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils ont au moins l'air d'abrutis. Et c'est pareil pour la présidente du Grand Conseil. Les épaulettes et les cornes qu'elle a, ça fait office de couronne dans l'original, ça fait pratiquement la taille de son buste. Que là c'est quoi ça? Elle est allée piquer la collerette à mort rouge? C'est pour ça qu'elle l'a plus dans le remake elle aussi? Non mais vraiment, on dirait une tache de lait humain qui aurait séché, que t'aurais enlevé à la truelle et que t'aurais mis autour de son cou. Là pareil, je me suis amusé à refaire le design, vous me dites ce que vous en pensez. Et puis j'ai aussi retravaillé ces yeux de chef crevé là. Mais à un jour de la sortie du film, vient l'hécatombe. Le capitaine Gantu est officiellement effacé du film. Bon, malgré quelques tweets houleux crachant ma déception et un fanart qui m'a valu 15 000 likes, j'ai tout de même gardé une larmichette d'espoir pour le remake, malgré tous ces aspects qui sentaient vraiment pas bon. Et une fois assis en salle, au bout de même pas 1 minute 30 de film, ma mâchoire s'est disloquée face à la désillusion. À tel point qu'avec mon camarade Home Cinéman, ça a carrément fini en larmes en message vocal. Mec, je suis en train de chialer, putain. J'en peux plus. En fait, il y a tous les personnages qui ont été massacrés. Mais vraiment massacrés. Alors je me doute bien que pour les 3 gosses du fond de la salle, dont les parents n'ont aucun respect pour leur intelligence et qui veulent juste leur agiter des clés devant le visage pendant 2 heures, que le film peut être une bonne surprise, mais pour un fan d'animation, réalisateur d'animation, qui a grandi avec l'original ainsi que tous ses dérivés, ce film est une putain d'aberration. Et ça me fait réaliser que tous les gens qui se disent fans de Stitch ne sont en réalité que fans des peluches vendues à Disneyland, parce que être fan de Stitch et dire que ce truc est fidèle au original, c'est une aberration telle que de dire que le dernier Godzilla X Kong maîtrise le gigantisme.
Alors on va reprendre le film point par point pour essayer de faire comprendre à ces gens-là en quoi il y a absolument plus rien qui va dans les changements et reprises de ce film. Étant donné que le film vient de sortir, je serai limité en termes d'extraits, donc du coup je vais surtout illustrer mes propos avec des visuels du film original et les bandes annonces. Déjà rien qu'avec son premier plan, le film résume qu'il a rien compris à l'original, vu que ça s'ouvre sur ce plan. Avec la voix de la présidente du Grand Conseil en amorce avant d'enchaîner sur le procès. Rien que dans ce que je viens de dénoncer, vous voyez pas ce qui cloche? Ce vaisseau là, c'est pas censé être l'extérieur de ça. Ça c'est la planète Turo, là où il y a le conseil effectivement. Si t'as vu Leroy et Stitch, t'es au courant de ça normalement. Mais non, on te fait croire que ça, qui est à l'origine le vaisseau de Gantu, de l'armada galactique, avec toute l'armada qui escorte le vaisseau parce que Stitch est un potentiel danger, ah bah ça valait le coup de supprimer Gantu pour reprendre des éléments qui sont attachés à lui et qui n'ont plus aucun sens. Et en parlant de Gantu, il y en a beaucoup qui pensent que le film peut se faire sans lui sous prétexte qu'il n'apparaît pas beaucoup. Parce que c'est bien connu que c'est le temps d'écran qui définit la valeur d'un personnage. Va essayer de faire Pinocchio sans Monstro, Shrek 2 sans Cake Kong et Dragon sans la mort rouge. Bah ouais, si t'enlèves Cake Kong de Shrek 2, il a beau apparaître 3 minutes, y a pas de climax. Mais surtout, comme y a pas Gantu et que le film ne fait rien pour apporter quelque chose d'aussi bien ou qui pourrait le remplacer, et ben l'intro qui dure 9 minutes 58 au total dans le film d'animation, elle est totalement effacée. Bah ouais, parce que comme Gantu n'est pas là pour apporter la tension durant le procès, la rivalité avec Stitch, l'action qui accompagne l'évasion de Stitch, et qu'il est remplacé par Jumba, on y revient vite, et ben le film supprime tout ce temps d'écran, ce qui fait qu'on se retrouve avec une intro expédiée. Non mais sérieusement, le principe du code génétique sur les armes, c'est totalement effacé, et Stitch s'évade en 30 secondes. À peine il est sorti de la cellule qu'il est déjà en train de montrer son cul avec le vaisseau rouge. Oui, parce que reprendre des répliques à la con, ça il s'en prive pas, hein, sans en saisir toute la pertinence ou la drôlerie, mais on va y revenir. Et donc du coup, cette intro est expédiée en 2 minutes 30. Et pourquoi l'absence de Gantu pèse sur tout le film? Bah déjà parce que ça pèse sur la seconde introduction du film. Si vous vous rappelez le film original, on a l'introduction de Stitch, on établit son contexte et le fait qu'il est exclu, ensuite on a le titre du film, et on a l'introduction du deuxième protagoniste, à savoir Lilo, et il se passe exactement la même chose. On explique son quotidien et qu'elle est exclue, en montrant Myrtle. Myrtle qui est l'équivalent de Gantu pour Lilo. Ça vous a jamais sauté aux yeux ce parallèle? Does this look infected to you? Does this look infected to you? Yeah. Non parce que sérieusement, quand tu remates le film, tu peux facilement voir le parallèle. La présidente du Grand Conseil, c'est le prof de Lilo. Ce sont les deux figures d'autorité qui essaient d'être indulgentes, justes et de comprendre la brutalité du protagoniste. Et à côté, tu as Myrtle et Gantu qui vont se faire agresser physiquement par le protagoniste et qui eux sont persuadés que ces derniers sont irrattrapables ou bons à acheter. Ah bah oui, quand tu supprimes toute une moitié du parallèle, ça a plus beaucoup de saveur. Et parlons-en de la mise en scène, est-ce que Myrtle elle avait besoin de dire in your face à Lilo, ta sœur ne viendra pas, t'as pas d'amis? Non, parce que dans le film original, c'était toute une séquence contemplative et musicale qui te faisait comprendre que Lilo était différente sans dialogue, juste avec une musique qui accompagne. Rien qu'au visuel, on voyait qu'elle était différente et toute seule. Mais bon, la subtilité Disney, ça fait 24. Et pour en finir avec Gantu, il est remplacé par Jumba. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait avec Jumba? Eh bien, il devient méchant en 3 secondes, montre en main, en reprenant une des répliques du film original, évidemment. Et donc ça devient le gros méchant débile, lambda, avec son gros canon blaster, pour bien symboliser le patriarcat que va devoir combattre la petite Lilo Sarah Connor. Parce que oui, hein, c'est n'importe quoi, c'est Lilo qui bat l'ennemi final. Ah mais oui, du coup, c'est Lilo qui bat l'ennemi final, mais du coup, tout l'arc de Stitch, toute sa rédemption illustrée par le fait que c'est lui qui sauve Lilo après avoir détruit sa vie, eh ben elle est aux oubliettes, puisque de toute façon, y a pas Gantu, eh ben impossible à faire. C'est pour ça que leur rivalité est si iconique malgré le fait que Gantu apparaisse peu, parce que rien que dans le design, Gantu il est conçu comme une némésis de Stitch, il est gigantesque et c'est une montagne de muscles, à côté de Stitch qui est tout petit et pelucheux. Et bah du coup, c'est Lilo Sarah Connor et Nani Colanta qui vont se sauver eux-mêmes et sauver Stitch du gros méchant. Stitch n'a aucun arc dans un film qui s'appelle Lilo et Stitch. Et du coup, vu que Stitch n'a aucun arc, bah du coup, qu'est-ce qu'il en est des émotions? Les compos d'Alan Silvestri de l'original, elles se sont faites vaporiser. Oui, parce que les compos comme ça... Ou comme ça... Ou comme ça... Vous pouvez vous asseoir dessus, hein. À la limite, si vous aimez bien ce passage synthétiseur dans la vidéo de JDG sur Alex Kidd...
Voilà, si vous aimez ça, il y en a plein dans le film. Avec quelques cœurs qui pop de temps en temps. Ensuite, un des éléments principaux de Lilo et Stitch qui a contribué à son identité, c'est évidemment la culture hawaïenne et donc Elvis Presley. Et ça, c'est quelque chose qui est revenu durant toute la saga, que ce soit les suites, la série télé ou même l'épilogue. Bah ouais, parce que quand tu prends le temps de t'intéresser, dans ce passage, Lilo, elle met un collier de lait autour de Stitch et ça le calme tout de suite. Pourquoi ? Parce que c'est un collier qui représente l'amour, l'amitié et la célébration. Toutes des choses que Stitch va parcourir et découvrir durant tout le film. Et dans ces passages de Leroy et Stitch, t'as même Gantu là qui donne un collier à Hamsterfield, sauf que Hamsterfield, il est tellement méchant pur jus qu'il le bouffe. Bon, c'est un détail, mais au moins c'était toujours au cœur de la saga. Et l'élément qui a contribué aussi à l'identité du film, musicalement, c'est Elvis Presley. Alors, qu'en est-il d'Elvis Presley dans ce film ? Elvis Presley, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Voilà, il y a genre un vinyle au début du film, puis Balek. Jamais évoqué de tout le reste du film. Je veux dire, même pas par Lilo qui proposerait à Stitch de lui faire écouter le disque. Comme dans ce passage-là. Non, rien du tout. À part bien sûr pour rejouer les chansons cultes sur scène culte, mais en nul. Ou sans rien y comprendre. Oui, parce que ce passage qu'on adore tous là. Si tu prends la peine d'écouter les paroles, You're the devil in disguise, tu es le diable déguisé, tu te rendras compte qu'elle est parfaitement adaptée à ce qui se passe dans le film. Qu'est-ce qu'elle dit Lilo quand elle fait sa prière ? Envoyez-moi un ange, l'ange le plus gentil du monde. Et que raconte la chanson ? You look like an angel. You look like an angel. Tu ressembles à un ange. La chanson s'adresse à Stitch. Parce qu'il ressemble à un ange, mais... You're the devil in disguise. Mais tu es le diable déguisé. Parce que Lilo, elle est persuadée d'avoir un petit ange qu'elle peut changer... Pour l'instant, mais malgré tout, Stitch y fait le boxon partout où elle et Nani essaient de trouver du travail. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de cette scène ? Eh ben le diable il éclate. Alors diable, c'est gros dit comme ça, mais c'est pour coller aux paroles de la chanson pour que vous compreniez ce que j'essaie de vous expliquer. Mais ici, quel est l'intérêt de mettre la chanson quand la seule chose qui se passe à l'écran, c'est juste deux gamins psychopathes, c'est juste d'étaler leur crotte de nez intentionnellement sur des fenêtres d'un hôtel ? Non mais sérieusement, à aucun moment Lilo, elle essaie de stopper Stitch. Elle l'accompagne dans ses conneries du début à la fin, quoi. Ah, évidemment, j'ai pas besoin de préciser que dans You're the Devil in Disguise, Stitch il est pas déguisé. Faut pas déconner non plus. Et ça va nous permettre de parler de Nani, parce que pour moi c'est tout simplement la plus grosse insulte de ce remake. Nani du film d'animation, c'est un de mes personnages préférés de tous les temps. C'est une héroïne attachante qui en chie pendant tout le film, et c'est ce qui la rend particulièrement touchante, parce qu'elle endosse le rôle d'un parent alors qu'elle a à peine 18 ans, quoi. Et son but pendant tout le film, c'est d'avoir enfin une situation stable pour protéger sa petite sœur qu'elle chérit plus que tout. La Nani, sa priorité, c'est pas sa sœur, mais ses études. Je veux dire, bien sûr, t'es déjà dans la merde pour payer ton loyer et t'occuper de ta petite sœur, mais priorité aux études, évidemment. Priorité à ta caisse que t'arrives pas à démarrer. Non, je plaisante pas, Nani est une ordure triple XL dans ce film. Vous vous rappelez de la scène du film d'animation quand elle écoute la prière de sa sœur et que rien que par son regard, tu comprends qu'elle va essayer de lui offrir le petit ange dont elle a tant besoin en décidant de prendre un chien. On n'avait pas besoin de te l'expliquer texto. Le cinéma, c'est une affaire d'image. Regarde son regard, tu vas me faire croire que t'as pas compris qu'elle a choisi de prendre un chien là ? Donc ce n'est pas elle qui prend la décision d'adopter le chien, puisqu'encore une fois, Lilo est un fardeau pour elle. Elle ne vient pas voir sa sœur Oula au début du film, ce qui amène à la faire culpabiliser, ce qui n'était pas le cas dans l'original, c'était Lilo qui était rentrée toute seule, parce qu'encore une fois, on s'en branle. Le message de Disney, c'est encore dans cette volonté wokiste de mes couilles. Elle doit pas s'affirmer en tant que frangine, elle doit s'affirmer en tant que femme, qui doit faire ses études et trouver un travail, et qui doit même s'affirmer en tant que maman, parce que ce putain de film, il prend également le soin de reprendre la réplique « Nani, je préfère que tu sois ma sœur plutôt que ma maman », mais pour plus tard dans le film, faire avouer à Lilo « Finalement, je préfère que tu sois ma maman », même si ça a aucune putain de logique dans toutes les histoires fraternelles. Imaginez si Moïse, en ayant découvert la vérité sur son père, il était allé voir Ramsès en lui disant « Hé frangin, je préfère que tu sois mon père en fait ». Eh ben oui, parce qu'encore une fois, on est dans le quota de Disney. Il faut que tous les mecs du film soient débiles. David, par exemple, il en prend pour son grade. David, il a plus aucun soutien émotionnel dans le film. C'est pas lui qui console Nani et Lilo en leur proposant d'aller faire du surf. C'est Lilo qui trouve une annonce de boulot et qui propose à Nani d'aller être coach de surf. Du coup, ça peut nous permettre de refaire la scène du Hawaii Coaster Ride. Et le Stitch qui s'ennuie, qui pour la première fois se retrouve tout seul, ça tu peux l'oublier, hein. Oublie le passage où il demande à Lilo de retourner sur l'eau malgré le fait qu'il sait pas nager. Non, là il veut faire du surf parce qu'il voit un chien sur un putain de surf et qu'il s'identifie à ça.
Non mais sérieusement, Stitch, son arc, c'est de s'identifier à un kleps. C'est littéralement la mascotte de Disney qui s'identifie à une peluche. Le propos marketing qui reprend le dessus sur le propos de base. Parce que le Stitch destructeur, vous pouvez l'oublier, hein, c'est Lilo la psychopathe dans le lot. Hein. Non mais sérieusement, elle donne du chocolat à des chiens. C'est pas Stitch qui devrait être enfermé dans le refuge, c'est elle. Donc David est vide de toute substance, Stitch n'a aucun arc, Jumba est transformé en gros méchant débile sans aucune profondeur et tellement cliché qu'il en arrive à te faire le cliché illégal du menteur révélé, en forçant Stitch à avouer à Lilo qu'il l'a utilisé comme bouclier humain, putain mais quelle finesse d'écriture, Gantu qui est littéralement effacé, et Pikli qui est la même merde que le fou dans La Belle et la Bête de 2017. Le stéréotype de l'homosexuel quota Disney+, qui tombe amoureux du méchant avec le gros flingue, donc Jumba ici présent, et qui à la fin se rend compte que « Oh, bah c'était pas le bon bonhomme quand même !» Les parents qui emmènent leurs gosses voir ça, mais par pitié, respectez l'intelligence de vos gosses. Et je parle même pas de Cobra Bubbles qui est immédiatement un agent des stupes, à qui on reprend encore une fois la réplique de « Vous n'avez pas du tout la tête d'un éducateur », tout ça pour le faire paraître suspect quand il se fait passer pour un éducateur auprès de Nani. Oui, parce qu'ils ont supprimé Gantu, mais du coup ils décuplent un personnage, avec Bubbles qui devient du coup juste un agent des stupes lambda qui n'a aucun impact sur le scénario, et une assistante sociale. Oh, mais c'est passage de flambeau en fait, parce que l'assistante sociale en question là, elle est jouée par celle qui faisait Nani dans le film original. Et du coup tu comprends, elle côtoie la Nani du film, du coup c'est un passage de flambeau. Ah bah oui, c'est comme Camille Donda qui double Nani, alors qu'elle doublait Lilo dans le film original. Hein, la méthode marketing bien pompeuse sur la nostalgie en mode j'ai pleuré 20 ans après. Ah c'est sûr, ça vous fait une bonne pub, hein. Ils sont bien beaux les reels Instagram en mode ah si vous avez aimé le film original, vous aimeriez celui-là. Parce que j'ai pas besoin de préciser hein, que évidemment, quota Disney oblige, l'assistante sociale, elle est pas du tout aussi sévère que Bubbles. Elle met aucune pression à Nani, au point que quand elle lui dit qu'ils vont être obligés de la séparer de Lilo, la Nani, pas une seule larme, hein. Oubliez-la, la Nani qui chiale devant son café en redoutant chaque seconde de l'horloge. Oubliez-la, la Nani qui prend sa petite sœur dans ses bras et qui lui chante Aloha Roy, ce n'est qu'un au revoir. Là, le Aloha Roy, il est réduit à une séance de merde où Lilo montre son album photo à Stitch. Oui, parce que la symbolique autour des parents, on s'en branle aussi, hein. Elle montre juste un album avec plein de photos, sauf qu'on n'a pas une seule photo à laquelle se raccrocher. Et du coup, au final, Ohana, la famille, on s'en bat les couilles. L'important, c'est que ce soit les deux girl power du film qui sauvent la situation. Oublie l'entraide, la famille recomposée avec tous les personnages qui se sauvent mutuellement à la fin du premier film, y compris Stitch, qui comprend que personne ne doit être abandonné, qui finit par sauver Lilo, et Gantu. C'est hallucinant de rien avoir pigé à ce point, quoi. Et encore une fois, tout ce que je dis là, c'est pas le problème du changement. Le problème, c'est de faire ce changement avec les pieds et de reprendre des éléments de l'original et de les faire en pas bien, en n'ayant rien compris, quoi. Exactement ce que dénonçait la caméléone dans Kung Fu Panda 4. Parce qu'en thème de réal, ça se pose là aussi. La force du film original venait aussi de sa réalisation, mais là, avec le montage aux fraises, les répliques qui sont placées n'importe comment, et la réalisation hasardeuse, c'est difficile d'être investi dans ce tas de bousasse. Mais bon, ça suffira sûrement à contenter tous ceux qui n'ont pas vu le film depuis 20 ans, qui se souviennent juste des pitreries de Stitch, et ça suffira à leur faire dire que, si on a aimé ce film, on aimera l'original. C'est dire le niveau d'attention que les gens prêtent à l'animation, hein. Évidemment, j'ai pas besoin de préciser que ce passage aussi, tu peux t'asseoir dessus, hein. Ohana. Bref, ce coup de gueule était totalement gratuit et venait du cœur. Je vois déjà arriver les commentaires qui vont me dire « Oui, mais de toute façon, tu voulais juste que ce soit la même chose ». Encore une fois, j'ai répondu. Le problème, c'est pas de faire la même chose ou de faire du changement. Le problème, c'est de faire ça n'importe comment, d'essayer de changer des trucs qui étaient déjà parfaits dans l'original, ou pire de reprendre des trucs sans comprendre ce qui en faisait la sève. Et si pour vous c'est ça la bonne manière de faire appréhender à une nouvelle génération les œuvres de notre passé, parce que bien sûr il y a toujours l'argument de « mais c'est pour un nouveau public », ah oui c'est vrai que j'ai eu besoin d'un remake à la con pour découvrir Pinocchio quand j'avais 5 ans, un film qui date des années 40 et qui aujourd'hui est un de mes films préférés. Putain mais si on devait faire ça pour tous les films on s'en sortirait plus hein. S'il fallait une copie Carbon Wish réalisée avec le FIAC avec Kota Wok pour s'en sortir, mais putain ce serait une putain de 3ème guerre mondiale en termes de cinéma. Voilà tout ce que j'avais à dire sur cet étron cosmique qu'est le film Lilo et Stitch. De toute façon j'ai pas fini d'en baver puisqu'après il y a le remake de Dragon.
Et si après tout ce que je viens de dire, il y en a encore qui ont pour projet de mettre dans les commentaires des « mais quand il y a du changement tu te plains et quand il n'y en a pas tu te plains aussi », de toute façon c'est forcément moins bien que ton chef-d'œuvre ou tu pourrais arrêter de le comparer au premier film, eh bien je n'ai qu'à vous conseiller deux options. La première de revoir la vidéo ou la deuxième d'aller sauvagement vous faire enculer. Voilà, je vous dis à très vite. Sultan.